en essayant de dépenser le moins possible, mais matérialisez-la. Faites une maquette avec un carton ou peu importe, mais montrez que c'est possible. Vous avez un concurrent qui a sorti la même chose que vous, mais avant vous. Qu'est-ce que je fais? Il n'a pas abandonné, et c'est ce qu'il dit souvent, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, ça bloque, vous vous retrouvez dans une forme d'attente. Restez pas dans personnel. En fait, quand on crée une innovation, c'est limite un travail sur soi parce qu'on fait le malheur une fois de perdre toutes mes données sur un disque dur qui s'était crashé. Et là, vous savez très bien que autant un disque dur, ça se remplace, mais les données, vous les remplacerez jamais. Jamais. Donc voilà. Donc ça veut dire que vous avez perdu du temps, vous avez cramé du temps, et en plus, vous avez peut-être perdu l'opportunité d'aboutir une innovation que vous auriez. Donc c'est important. Bonjour Cassandre. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Bien, bien. Merci de me recevoir chez toi. C'est avec grand plaisir. Dans ton petit chalet. Oui. Où je vois que tu collectionnes des éléphants. Oui, c'est une grande passion. C'est joli. Merci. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la première vidéo. On va aborder plusieurs sujets. Alors, vous nous excuserez pour les couacs, c'est notre première. On a le trac tous les deux. Moi, le premier. Et on va quand même se détendre et on va vraiment aborder des sujets. Le premier, on va se présenter. On va se présenter mutuellement et comment on en est arrivé à travailler. Ça, c'est le premier volet et toutes les interventions et comment Cassandre m'a accompagné dans mes démarches. Et la deuxième partie va être sur comment on organise les idées. Et là, on va fusionner, on va émulsionner en fait un peu nos savoir-faire mutuels par rapport aux problématiques que l'on a abordées. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, donc Emmanuel Nagy. Certainement, certains qui me voient ont dû voir mon profil LinkedIn, voir un peu mon parcours. Donc, moi, je suis un serial entrepreneur, on va dire. J'ai beaucoup de casquettes. C'est toujours compliqué pour moi de parler de moi et de trouver un nom d'un métier parce que j'ai touché beaucoup de choses. Mais pour résumer, donc je suis entrepreneur. J'aime beaucoup tout ce qui est innovation, tout ce qui touche l'innovation. Et de par mon parcours, mon expérience et surtout ma résilience, j'ai progressé. J'ai aussi touché aussi bien j'ai travaillé en tant que salarié pour des grosses entreprises et aussi bien à mon compte. Donc voilà, c'est ma petite présentation succincte. Voilà. Cassandre, si tu veux bien parler de toi, juste. Oui, alors moi, Cassandre, voilà. Moi, on ne me connaît pas ou on ne me connaît peu. J'ai plutôt tendance à me cacher. Je suis plutôt la part de l'ombre. Et c'est ce que j'amène aussi à Manu. C'est un travail un petit peu extérieur, voilà, qu'on ne voit pas mais qui a tout son intérêt. J'ai un parcours professionnel qui m'a beaucoup amené à travailler avec l'humain. Énormément, j'ai toujours été en contact depuis toute petite. Moi, quand j'étais avec du monde, j'étais ravie. Je m'échappais même parfois de chez moi pour aller avec les copains et les copines. Donc le relationnel et l'humain, c'est quelque chose qui me passionne. C'est complexe, mais c'est à la fois très simple puisqu'on a tous les mêmes problématiques qu'on gère de façon différente, mais la base est la même. Et c'est ce que j'essaye d'amener au travers de mon travail avec Manu et de cette complicité que l'on a. C'est de travailler sur toute la part humaine, d'être à sa place, d'être bien dans sa peau, de trouver son équilibre, d'avoir l'équilibre aussi professionnel et personnel. Donc voilà un petit peu d'où je viens et comment je suis là aujourd'hui. Très bien, donc comme vous avez compris, Cassandre, c'est une femme de l'ombre. Elle aime bien justement être en arrière-plan et au contraire, c'est une force pour des personnes comme moi parce que on peut se douter que lorsqu'on doit gérer plusieurs projets ou alors des projets plutôt assez complexes, il y a différentes tâches, différents types de tâches qu'on ne peut pas totalement gérer et d'où le proverbe, on peut pas être bon partout non plus.
et c'est important justement de bien s'entourer. Donc Cassandre fait partie d'un de mes piliers qui est vraiment essentiel, qui m'a permis aussi de dépasser des peurs ou des blocages ou des croyances limitantes qui me bloquaient justement sur l'avancée de mes projets. Donc comment on en est arrivé à bosser ensemble? Donc j'ai eu la chance au travers de mes expériences, de mes entreprises et après certaines innovations que j'ai pu assembler, d'être présenté à des grands comptes. Donc évidemment, quand on se présente à un simple directeur, ça paraît simple, c'est qu'une seule personne, mais très vite derrière, on rentre dans un schéma où c'est un grand groupe et forcément, qui dit grand, dit plusieurs personnes. Donc de une personne, on passe à 18 interlocuteurs différents, avec des caractères différents, et qui vont forcément éveiller des peurs, des blocages. Et je pense que vous aussi, vous devez certainement vous retrouver dans cette situation où en fait, on n'a pas forcément la même réaction face à différents types de personnes, même si on a une bonne idée, mais il faut dépasser ça. Donc, comment on s'est mis à bosser ensemble? Donc moi, je remontais souvent, j'allais souvent dans l'univers, dans l'espace, comme beaucoup d'inventeurs qui se reconnaîtront un peu dans cette interview. Et en fait, de fil en aiguille, par rapport au blocage que j'avais, qui était plus d'un ordre personnel et émotionnel, Cassandre m'a vraiment permis de mieux préparer, de mieux me préparer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, je lui donne plus la casquette de préparatrice mentale, justement pour les entrepreneurs, parce que lorsque j'ai été confronté la première fois à être invité au siège de la société et à rencontrer des interlocuteurs, il a fallu que je fasse face et que je réponde aussi bien techniquement, mais aussi que j'ai une certaine attitude face à ces personnes qui attendent quand même une certaine droiture par rapport à ce qu'on va avancer. Ce qu'il faut dire, Manu, c'est quand même que ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années, à Oui, peu près. c'est Voilà. ça. On a toujours eu un super contact, une super complicité, et en fait, le travail ensemble s'est fait tout naturellement un jour où tu m'as appelé pour me donner des nouvelles de toi, de ton projet, pour me dire que ça avançait. Et ce qui s'est réellement passé, c'est une chose toute simple, c'est qu'en discutant tous les deux, donc comme on sait le faire habituellement, sur nos échanges d'idées, et c'est qu'à un moment donné, tu m'as dit, mais avec toi, c'est impressionnant, à chaque fois que je t'appelle, tu m'éclaires l'esprit et tu me remets sur un axe où je sais où je vais tout de suite. Alors c'est très intéressant ce que tu dis là. Alors je vais rebondir là-dessus. Donc c'est vrai qu'on se connaît depuis maintenant plusieurs années, évidemment, c'est un atout. Premièrement parce qu'on se connaît bien mutuellement, on a échangé sur des côtés plus amicaux et évidemment ça détend l'atmosphère, c'est plus facile. D'un autre côté, alors ça c'est une première chance que j'ai justement, c'est que ça m'a permis de mieux me libérer et de mieux m'ouvrir que si j'avais fait appel à un coach en fait que je ne connaissais pas, forcément je ne me serais pas livré de la même manière ou pas aussi rapidement. Donc là, l'avantage que j'ai justement avec Cassandre, c'est que déjà, il y avait cette barrière-là en moins d'un côté, mais de l'autre côté, et là, je vais vous dire, franchement, pour les inventeurs ou les inventeuses qui sont en herbe ou pas et qui m'écoutent, vous savez très bien que quand on a une idée, une invention qui nous tient à cœur, que nous, on est persuadé parce qu'on a dans la tête le schéma technique ou technologique ou peu importe de la capacité de le faire, mais que autour de vous, vous avez beaucoup de personnes qui vous disent non, et quand bien même, peut-être même des proches, ça fait très mal, c'est très très dur. Et là, justement, le travail que j'ai fait avec Cassandre, enfin le travail qu'on fait ensemble, mutuel, ça me permet justement de dépasser ces barrières parce que déjà vous le savez très bien, quand on innove, quand on est dans la création, en fait on est dans notre propre univers, on est dans notre propre vision, on est dans notre propre rêve que l'on veut matérialiser, mais forcément il y a toujours cette partie là où on cherche une forme de reconnaissance, on cherche un oui quelque part, mais Être compris peut-être simplement. à être compris exactement. Et là, avec Cassandre, moi, ce qui m'a vraiment permis d'aller plus loin, c'est que elle m'a écouté, donc vraiment tel que je voulais
faire la finalité de mon produit, de mon projet, de mon innovation. Donc ça, c'est une première barrière, plutôt que d'avoir des objections face à des peurs qui sont les peurs des autres, des peurs technologiques, des peurs financières, des peurs de tout perdre, ou des peurs de manque de reconnaissance. Et donc ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, c'est qu'une fois qu'on a dépassé ça, on peut vraiment, on se lâche. On dit, voilà, demain je vais aller à ce point B. Et Cassandre justement m'a écouté. Elle m'a vraiment permis d'expliquer quelle était la finalité de ce point B. Et même, elle m'a permis d'aller plus loin, c'est-à-dire de casser un plafond de verre qui était le mien. Et du coup, avec nos visions assez éloignées, mais respectives, mais qui prennent beaucoup de hauteur, ça nous a permis de recentrer le produit et de l'affiner, et du coup d'apporter une vraie valeur ajoutée au produit. Et à toi-même. Et à moi-même, évidemment. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ouais, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai qu'à la fois cette complicité du fait qu'on se connaisse depuis 15 ans a amené ça. Mais je pense qu'à partir du moment où on travaille avec un coach, un accompagnant, un préparateur ou un préparateur, comme j'aime à l'appeler, il faut aussi comprendre que c'est une relation qui va au-delà d'une relation de travail. Oui. Dans un premier temps, c'est vraiment ça le point important. Et qu'on se soit connu depuis 15 ans ou qu'on ne se soit pas connu depuis 15 ans, il faut vraiment qu'à un moment donné, il y ait cette espèce de confiance et d'authenticité. Et c'est ce qu'on a eu ensemble de fait par la connaissance, mais aussi parce qu'on est capable de s'amener mutuellement depuis toujours. C'est cette honnêteté, cette transparence, voilà, oui. Des projets, des peurs. Il n'y a pas de honte à ça, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. Moi, la première, j'en ai traversé. Je suis pas arrivée à pouvoir te conseiller sur tes peurs sans traverser les miennes. Voilà, c'est la première des choses. Donc on en a tous, et c'est vrai qu'il faut passer cette barrière. Et au-delà de cette barrière, c'est là où on est capable d'aller plus loin. Et c'est ce qui nous a permis, de par ta transparence, ta confiance, d'aller beaucoup plus loin dans tes projets, de les exploser parfois à des dimensions encore plus importantes que ce qu'on aurait peut-être pu penser dès le départ, mais surtout après de revenir à l'essentiel, oui. Pour aller plus loin, toujours. Exactement. Et on en arrive justement à cette transparence, parce que se dévoiler à quelqu'un, ou à un coach, ou un mentor, peu importe, c'est pas forcément évident, parce qu'on a quand même une partie assez pudique, si je puis dire, assez intime, qui peut renfermer des démons, des démons de l'enfance, ou des traumatismes de l'enfance qui se répercutent dans la vie adulte, et surtout dans la vie professionnelle, et surtout quand on a des plus gros enjeux, entre autres avec les grands comptes. Et c'est vrai que d'un côté il y a cette facilité, on se connaît bien, mais d'un autre côté c'est vrai que d'avoir fait cet effort de transparence justement, et d'avoir même dévoilé les peurs qu'il y avait, toi ça t'a permis de me fournir les mécanismes ou les façons d'être nécessaires pour m'adresser justement aux grands comptes, et face à un plus grand nombre d'intervenants, et du coup d'avoir une vision plus posée. Et là, le gros avantage justement d'arriver à ce stade-là, c'est que évidemment, là le sujet, on va parler vraiment de comment une start-up vs les grands comptes. Mais vous savez très bien qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez aussi une vision stratégique qui est importante à tout projet, parce que aujourd'hui, le contexte actuel va très vite. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive sur le marché, et forcément, il faut être toujours le premier, ou au moins bien être équipé pour rester dans la vague, et pour rester vraiment dans cette avancée. Donc justement, je reviens sur le point d'avoir la tête plus allégée, pour avoir une vision plus claire, et pour vraiment avoir cette stratégie. Je reviens vraiment sur cette stratégie, pour vraiment être clair dans ses idées, parce que plus vous êtes clair, plus vous pourrez créer, et plus vous aurez des blocages, en fait, plus il y aura du poids, moins vous pourrez créer. Je crois qu'avant tout, avant d'être une start-up contre un grand groupe, ou un entrepreneur contre un gros client, ou d'être un petit contre un gros, quand on se confronte à ce genre de problématiques, ce qu'il faut surtout, je crois, à un moment donné, garder en tête et penser, c'est que c'est avant tout un humain à un humain. Que ce soit un grand groupe, que ce soit une start-up, que vous soyez seul, qu'il soit 10 en face, c'est une histoire d'humain. Et plus vous allez être centré dans ce que vous êtes réellement,
et profondément, et plus il sera facile de rentrer en contact avec l'autre, parce qu'il n'y aura pas besoin de faire de semblant, de jouer des rôles. C'est juste trouver la bonne interprétation de ce que l'on est au bon moment et avec la bonne personne. Oui, et puis l'importance aussi d'avoir justement d'être accompagné par une personne comme Cassandre par exemple, c'est que toute cette partie-là, vous voyez ce travail de fond quand même qui est fait par sa part, ça vous permet vous de vous dégager pour rester toujours dans votre sphère créative. Parce que si votre point fort c'est la créativité, restez dans la créativité, n'essayez pas de tout mener de front. Moi je l'ai fait par expérience et ça n'a pas eu d'aussi bons résultats, et d'où l'importance vraiment d'être accompagné et toujours d'avoir ce soutien et cette vision extérieure, parce que quand on crée, on a souvent le nez dans le guidon, on est vraiment à fond, mais résultat, on ne voit pas tout ce qui se passe. Et donc là, c'est très bien d'avoir une personne qui est à l'extérieur, qui comprend et qui est capable elle-même de voir si on monte ou si on descend, parce que nous, on peut avoir des indicateurs à notre manière, ou pas. Et ce sont des façons de voir qui sont complètement différentes. Donc ça, c'est vraiment important. Et je reviens justement sur la partie de cette préparation mentale, parce que c'est un peu comme un show, un spectacle, hein, quand on fait un pitch deck, quand on doit présenter un produit ou un projet, que ce soit à des investisseurs ou à un grand compte, ou d'une manière ou d'une autre, on monte sur scène et on a un auditoire qui nous écoute. Donc on arrive toujours un peu à cette phase où on a le trac de se dire, est-ce que je vais réussir, est-ce que je fais pour ça? Voilà, exactement. Et alors que quand on y est préparé, c'est un peu comme l'entraînement, hein. Les personnes qui montent sur scène, d'une manière ou d'une autre, elles s'entraînent, même si elles ont le trac, mais au moins elles se sont entraînées. Donc d'où l'importance aussi de travailler, de préparer et de répéter, en fait, c'est ni plus ni moins que ça, ces présentations, ces pitchs, et encore plus quand on a un texte qui est plus clair, justement. Là c'est le travail que Cassandre m'a aidé à faire, justement quand je me suis adressé à des grands comptes, c'est vraiment d'avoir aussi un texte clair, d'avoir une présentation claire, et ça permet, plutôt que de chercher ces mots et d'inventer, ou alors de partir dans des bricolages de phrases, ça permet d'avoir un texte clair, et plus on est clair, plus on est simple, plus on est compris, entendu, et du coup, voilà en fait, voilà les points forts que Cassandre m'a apporté dans toute cette démarche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Juste une petite chose sur les textes justement et sur ces présentations qui à un moment donné on est amené à faire, c'est qu'il y a deux choses importantes. Il y a déjà le déroulé de la présentation avec des explications claires et que ce soit logique et pertinent. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir déterminer à qui on s'adresse. Parce qu'on sait que dans le marketing, il y a 4 profils, voilà, et que ces 4 profils, ils ont chacun une façon de réceptionner l'information. Donc c'est là où il est aussi super intéressant de travailler sur ces différents profils, de façon à ce que, quand vous faites une présentation, le pitch puisse répondre directement aux 4 profils, et non pas juste à un ou deux, et que vous soyez derrière assaillis de questions qui vont peut-être vous mettre dans la panique, mal à l'aise, parce que d'un seul coup, il va y en avoir trop, vous n'avez peut-être pas pensé à cette question-là, ou si vous l'avez pensé, on vous la pose peut-être d'une façon qui vous déstabilise. Il y a l'émotionnel qui rentre en jeu à ce moment-là aussi, donc c'est vrai que c'est hyper important de préparer et le texte, et à savoir à qui il va s'adresser. Ça, c'est vraiment très important que tu aies soulevé ce point, parce que voilà, c'est vrai que autant on peut avoir le bon texte, mais il faut savoir aussi à qui on va le délivrer et comment on va le délivrer. Moi, je vais reprendre justement l'anecdote où tu m'as accompagné pour être face à un grand compte. Alors, je ne vais pas citer de nom et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que quand on est face à des personnes, on n'est pas à l'abri de tomber face à un homme ou une femme qui vont nous rappeler peut-être des mauvais souvenirs, ou une personne avec qui on a eu une mauvaise expérience. Et ça, malheureusement, on a tous envie de partir en courant et de s'échapper de cette situation, mais pourtant, quand on est devant le fait, il faut assumer. Là, tout ce travail que
Cassandre m'a aidé à faire justement, c'est qu'avant chaque rendez-vous, j'ai eu un premier rendez-vous avec une personne du siège. Donc là, on n'était qu'à 3, c'était pas trop complexe. Ça, j'arrivais à le gérer. La deuxième fois, c'était 4 nouvelles personnes. Et en tout, on était 7 autour de la table. Et donc, du coup, forcément, déjà même à 7, il y a des personnes qui vont poser des questions ou qui peut-être n'ont même pas lu ou n'ont même pas forcément bien écouté la présentation et vont reposer peut-être même des questions qui vont m'agacer. Et là, justement, tout ce travail de préparation face aux différents types de personas, si je puis dire, m'a permis justement de me réadapter, déjà mon attitude en premier, ensuite de réadapter mon speech et mon dialogue sans pour autant être accusateur ou râleur, pseudo-râleur, je m'entends en disant ça, c'est-à-dire face à quelqu'un qui vous fait répéter quelque chose que vous avez dit, forcément parfois on peut avoir un ton un peu plus dur ou un peu plus sec à notre insu parce que ça nous agace de répéter. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est vrai que d'avoir préparé ça, du coup, ce deuxième rendez-vous avec ces 7 personnes autour de la table, c'était plus facile parce que déjà j'étais plus concentré sur le message qu'il fallait que je délivre, l'objectif de cette réunion, donc d'atteindre vraiment cet objectif-là, et d'un autre côté aussi comment dire, d'avoir une attitude beaucoup plus calme, plus sereine et plus enclin à recevoir justement des questions, voire même des objections par rapport à ce qui était présenté. Ok, alors n'hésitez surtout pas, alors c'est notre première, vous nous excuserez un peu lorsqu'on cherche nos repères, c'est la première fois qu'on se filme comme ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo vos observations, peut-être vos anecdotes que vous avez rencontrées, vos questions aussi, n'hésitez pas et on se fera un plaisir d'y répondre. On va passer maintenant à la deuxième phase, si tu veux bien. C'est la gestion des idées. Alors, je pense que vous en avez tous des idées, on en a tous, je pense, tout le temps. Comment ça se passe? Alors, moi, c'est vrai que avant Cassandre, j'ai eu la période avant Cassandre. Mais ça, c'était avant, exactement. Des idées, j'en ai une multitude et je pense que vous vous reconnaîtrez en écoutant cette phrase-là. On a tous beaucoup d'idées et souvent, si je faisais ci, si je faisais ça, etc., etc. Donc moi, j'ai pris pour exercice déjà maintenant depuis un peu plus de 2 ans que maintenant, dès que j'ai une idée, je la note et je cherche à la traiter. Elle n'est pas juste notée, parce que souvent on dit « Oh, j'ai un petit carnet d'idées ». Mais je vais plus loin. Mon idée, généralement, je vais vraiment l'étudier. Est-ce que ça existe sur le marché? Est-ce que je peux la faire? Est-ce que j'en ai les moyens? Combien ça me coûterait? Et voilà, je me pose tout ce genre de questions. Une fois que j'ai fait ces idées-là, que j'ai mis en place, que j'ai rédigé ces idées-là, je les priorise. Mais, je dis bien mais, et je pense que là je m'adresse à beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, c'est que lorsque vous avez une idée, et une deuxième idée, une troisième idée, malheureusement la troisième idée apporte une quatrième idée qui est en lien avec la première et peut-être en lien avec la deuxième. Mais peut-être il y a une cinquième qui arrive et qui va s'additionner à une sixième et une septième et une huitième et j'en passe. Et là on est perdu. Là vous voyez, on commence à s'embrouiller. Et ne vous cachez pas, vous, derrière votre écran, je sais très bien que vous aussi, vous le vivez, ce genre de situation. On vous voit d'ailleurs, on vous voit. Voilà, on vous voit sourire et lever les yeux en disant « Mais non, c'est pas moi, ça du tout ». Exactement. Donc, là, comme vous voyez, moi, quand je travaille dans mes idées, avec beaucoup de choses, et surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, ça va très très vite, on part très loin. Mais je plaide coupable, je sais que je pars très très loin. Mais là, justement, c'est important de pouvoir échanger parce que là, ce que vous pensez, c'est votre réflexion, votre propre réflexion, vous parlez à vous-même, mais ce n'est pas non plus le premier truc
avant que je te donne la parole, le premier truc, c'est de tester sur le marché, tester votre idée sur le marché. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous conseille de faire. Regardez ce qui existe sur le marché. Vous avez une idée, cherchez de suite s'il y a un concurrent, s'il y a un marché qui existe. S'il y a un concurrent, s'il y a un marché, ne partez pas, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un marché. C'est à vous de vous différencier. Vous n'allez pas copier, vous allez faire différemment. Donc là-dessus, ça sert à rien. Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas à la première personne qui fait la même chose. Au contraire, ça veut dire que s'il y a un marché, ça n'empêche que aussi bien c'est un marché qui a une niche, et aussi bien vous allez trouver quelque chose de très particulier encore dans ce marché, et vous avez moyen de le faire. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Maintenant, pour ne pas partir trop loin, comme un électron libre, ou comme la foudre qui arrive dans le ciel, mais qui cherche le contacteur le plus près possible pour faire contact, il y a Cassandre qui va prendre la suite. Ce qui est intéressant dans ce travail que moi je trouve intéressant dans le travail avec un créateur comme toi, avec quelqu'un qui part très loin, c'est que justement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est cloisonné dans des cases, dans des schémas, dans des protocoles, dans des choses qui nous bloquent, qui nous figent, dans des places. Ouais. Ce qui est intéressant avec des gens comme toi et des gens comme vous qui écoutez, c'est que justement là, il n'y a plus de limites. Donc ce que je trouve intéressant, moi, de travailler avec des gens comme toi, c'est de justement t'aider à partir peut-être encore plus loin dans ton idée pour aller extrapoler vraiment toutes les possibilités de cette idée. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, même si l'idée est déjà créée, ce qui fait la différence, et c'est après là-dessus où moi, ça va être à moi de vraiment travailler, c'est d'amener ce que vous êtes, ce que tu es, et ce que chacun est, qui fera la différence même si le produit est le même. Parce que vous pouvez vendre un produit, vous n'aurez pas la même façon de le vendre, vous n'avez pas la même façon d'être, vous n'avez pas la même capacité à parler aux gens, à être avec les gens, à diffuser votre produit. Et c'est ça qui est intéressant. Donc quand on travaille tous les deux, et quand j'aime à travailler avec des gens qui ont plein d'idées, c'est que justement, c'est d'aller les pousser à l'extrême, de les exploser, et de revenir pour se recentrer sur ce que l'on est soi avec cette idée. Alors justement, pour rebondir sur cette partie, cette façon d'exploser et de revenir dans un autre état, si vous trouvez un nom à cette expression, on la cherche, on a besoin d'aide, n'hésitez pas à la mettre dans vos commentaires, ça nous servira, on vous sera très reconnaissant. On vous en parlera plus tard, c'est pour un autre projet. Alors, ensuite, ce qui est important, c'est vraiment de structurer. Alors moi, j'adore structurer. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour un grand compte sur la gestion de projet. Donc ça, j'adore. J'ai travaillé sur tout type de projet, les méthodes agiles, les méthodes Scrum, les méthodes Kanban et tout ça, tout ce qui existe sur le marché. Et au fil du temps, évidemment, on a optimisé aussi sur la prise de notes, sur comment classer ses données, ses fichiers. Donc là, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître un peu parce que souvent, on dit « Ah, j'ai plein de trucs et tout ça ». Sauf que c'est un vrac possible, un vrac sans nom. Et je n'ai pas cité de nom. Ah non, mais moi la première, je le reconnais. Autant j'aide Manu, autant sur la structuration, le timing, l'organisation. Je sais que je peux compter sur Manu parce que pour ça, il a tous les outils déjà. Et en plus, dans sa vision, c'est quelque chose qui est super simple. Donc ça s'ordonne naturellement. Oui. Pour moi, ce qui est important, c'est que déjà une note, enfin une idée, je reprends toujours le fil de l'idée. L'idée, forcément, elle va mûrir. On a une idée, mais on ne sait pas comment on va la faire, donc on va se renseigner, on va récupérer des notes, des posts, des vidéos, peu importe, des informations qui vont nous permettre de créer cette idée-là. Et souvent, vous avez certainement tous dû télécharger des livres blancs en disant ça va me servir, sauf que la boîte mail se remplit et forcément le livre blanc, au lieu d'être en position 1 dans la boîte mail, il se retrouve en position 482. Donc forcément, on a la flemme de balayer nos vingtaines de pages puisque les mails sont affichés 20 par 20 ou 30 par 30 et on oublie ce livre blanc. L'inconvénient, si on ne classe pas, si on ne structure pas nos données,
on perd vite et c'est une source d'information qui est très riche. Donc c'est important vraiment de centraliser au moins ces notes, peu importe la méthode, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe l'outil, il faut que vous trouviez un outil ou une façon de faire, mais au moins une méthodologie qui vous parle, qui soit simple et qui soit accessible pour vous. Là évidemment moi je suis très orienté sur le numérique, il y a des personnes qui ne sont pas du tout. Vous pouvez aussi bien vous organiser avec un cahier ou avec des fiches, mais c'est important d'avoir une méthodologie, de voir ce qui a été prouvé et comment suivre l'information, parce que c'est là où on perd beaucoup, et je dis bien beaucoup, d'informations souvent, puisque aujourd'hui les informations on les a sur YouTube, sur LinkedIn, un post, un blog, un échange, une idée pendant qu'on court, pendant qu'on est dans la voiture, une émission de télé, une interview, et j'en passe. Donc c'est important de centraliser et peut-être d'utiliser, alors moi de mon point de vue, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Moi j'utilise Obsidian qui va permettre de créer un nuage plus ou moins neuronal par rapport à des mots-clés. C'est-à-dire que j'ai 2 paragraphes. Dans ce paragraphe, j'ai 2 mots-clés, 2 mots forts qui sont liés à mon idée. Je vais les mettre en surbrillance et ces 2 mots forts vont faire ce lien avec cette idée. L'avantage, c'est que je peux avoir une vue graphique de mes 3 points, c'est-à-dire mon idée et les 2 points forts que j'ai remarqués dans le texte. Donc ça, ce sont ces petits détails. Et ensuite, j'en reviens sur la structuration. C'est ensuite de bien classer ces données. C'est important de se créer une discipline. Alors moi je me suis discipliné parce que j'ai eu le malheur une fois de perdre toutes mes données sur un disque dur qui s'était crashé. Et là vous savez très bien que autant un disque dur ça se remplace, mais les données vous les remplacerez jamais. Jamais. Donc voilà. Donc ça veut dire que vous avez perdu du temps, vous avez cramé du temps et en plus vous avez peut-être perdu l'opportunité d'aboutir une innovation que vous auriez eue. Donc c'est important de structurer. Ensuite, il y a toute la partie timing. Moi, quand j'ai une idée, une innovation, j'essaie de la positionner, pas dans le temps, mais au moins de savoir combien de temps elle prendrait à se faire. En combien de temps je peux la faire. Alors moi, ou en me faisant aider, soit en déléguant avec des personnes, ou alors soit en faisant appel à des briques, des briques de code ou des briques de ce qui existe déjà sur le marché pour l'assembler et pour le faire différemment. Le timing ensuite, alors pardon, je perds un peu mon fil. Le timing, donc vous quantifiez le temps, mais il y a aussi une notion de comment dire, à quel moment sur le calendrier vous allez la mettre en application, parce qu'il y a des emplacements, enfin des situations qui sont plus ou moins stratégiques, où il y a des moments où votre innovation aura plus d'impact par rapport au marché, par rapport à la situation du marché actuel. Bah, si encore une fois, je crois, là encore, c'est une étude du l'innovation ou le produit, peu importe ce que vous avez à proposer ou à vendre, ça s'adresse toujours à de l'humain. Donc ce que tu fais aussi beaucoup et qui je trouve est très intéressant et qu'il faut dire, c'est que le comportement de l'humain face à votre produit, face à votre technologie, c'est important de l'étudier. Parce que comme tu le dis, il va y avoir un timing, peut-être que c'est pas la bonne période par rapport au comportement des futurs acheteurs. Admettons que, je sais pas, vous ayez quelque chose à vendre, mais que vous décidiez de le vendre en juillet-août, les gens sont tous partis en vacances, c'est peut-être pas le meilleur timing. Par rapport à leur comportement d'achat, de fonctionnement, de vie, c'est intéressant et c'est, je pense, vital d'aller chercher, comprendre ces comportements face à votre produit, justement pour savoir quel est le meilleur timing, comment le mettre sur le marché. Donc de vraiment structurer tout ça pour éviter de le mettre avec peut-être une super idée, mais de le mettre à un mauvais moment, qui fait que cette super idée qui est très utile va pas fonctionner à ce moment-là. Par contre, il suffit peut-être d'attendre 2 mois plus tard pour que ce soit le super moment et que ça parte d'un seul coup. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que je reprends l'exemple d'un cas Amazon qui avait été mis en application. Je crois que c'est dans les années 97. Ils avaient créé un bouton qui s'appelait le Amazon Dash. Ça représentait un bouton
qui mettait sur les barils de lessive. Et quand ton baril de lessive était vide, tu appuyais sur le bouton et ça commandait automatiquement de la lessive. Donc ça, ils l'ont fait pendant un test. Alors c'était vraiment un test, hein. Aujourd'hui, je crois que ce n'est plus du tout exploité. Mais ils voulaient mesurer, c'était un des éléments de la boutique Amazon actuellement, qui est exploité de cette manière-là, c'est qu'on achète en un clic. Donc, mais ils ont voulu le tester déjà avant que l'ère d'Internet ne soit celle qu'elle est aujourd'hui. Ils mettaient en avant des tests comme ça. Un autre point qui est vraiment essentiel justement par rapport à vos idées, c'est toutes les problématiques. Parce qu'au début, c'est beau, c'est bien, c'est magique, c'est génial. On a des rêves, on explique des choses et waouh, on y va et tous. On y va et tout va bien, tout marche bien. Mais les problématiques, et là les problématiques, je pense que vous reconnaîtrez, on en rencontre une multitude et c'est important aussi de les identifier. Parce que vaut mieux connaître son ennemi que plutôt d'être battu par quelqu'un qu'on ne connaît pas ou par quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc moi, comment je gère mes problématiques généralement Il m'appelle. Hein? Généralement, il m'appelle. Allô Cassandre, comment je fais là? J'ai eu ça, on m'a appelé, j'ai eu tel problème et je suis comme ça, et je suis dans cet état-là. En général, il m'appelle. Voilà. Alors pour expliquer pourquoi j'appelle Cassandre en premier. Parce que inévitablement, un problème, ça va toucher de l'émotion. Puisque on parle de votre innovation, on parle de votre projet. Et automatiquement, quelqu'un ou quelque chose ou une situation va la remettre en question. Et voire même va la déclasser. Ou voire même va vous prouver que ça ne sert à rien. Donc c'est là où il y a la première barrière, c'est la barrière vraiment émotionnelle qui arrive. Alors, si je peux me permettre, il n'y a pas que la première barrière, c'est pas forcément toujours l'émotionnel. La première barrière, c'est que en général, on est tête dans le guidon et qu'on n'arrive pas à prendre du recul. Oui. La première barrière, c'est celle-ci. Et si vous avez la possibilité d'appeler quelqu'un, d'exploser cette problématique, mais qui va le voir d'une vision plus globale, plus générale, il n'aura pas les mêmes visions que vous parce qu'il le prendra de plus haut. Donc la vision sera plus large, plus juste aussi, parce que justement là, c'est là que l'émotionnel arrive. Quand on est la tête dans le guidon, déjà, on ne voit pas autant de choses. Et puis ensuite, comme on ne voit pas autant de choses, on a la tête, c'est un peu, vous savez, comme la mouche sur le carreau qui essaye de sortir, on tape, et puis au bout d'un moment, on est bloqué. Ouais. Et souvent, ce qui bloque, c'est parce qu'on n'arrive pas à dépasser l'émotionnel. Voilà. Donc il faut vraiment, dans la création de choses comme ça, avoir quelqu'un avec qui on peut échanger qui vous amène une vision plus large des choses et qui est aussi capable de dire mais attention, là est-ce que c'est cette problématique qui te bloque ou est-ce que c'est ton émotionnel qui fait que tu bloques sur cette problématique? Tout à fait. Très intéressant et c'est tout à fait ça. Pour continuer un peu sur la partie problématique, on en vient aussi à un autre blocage et qui rejoint une fois plus les petits bobos qu'on essaie de faire soigner par Cassandre. C'est la partie financière. Souvent on se met des barrières par rapport aux moyens que l'on a besoin. Et souvent, alors autant moi aujourd'hui je suis capable de faire un prototype avec tout ce que j'ai dans mon garage ou dans mon atelier et de me débrouiller avec les moyens du bord, mais parfois on a besoin de plus de moyens. Et là on en est toujours à une partie financière qui va impliquer ce manque de moyens, qui va appliquer cette frustration parce qu'on n'a pas de cash, on n'a pas le cash qu'il faut. Il faut chercher des investisseurs, on est frustré, on perd du temps parce qu'on cherche de l'argent, on cherche à emprunter ou on n'ose pas, et ainsi de suite. Et c'est important aussi de mesurer vraiment quel est le plus cher et le moins cher. En fait, je rejoins ce que beaucoup de youtubeurs parlent, c'est ce qu'on appelle le MVP. Le Minimum Viable Product, le produit viable minimum. J'avais vu une interview sur YouTube, un petit jeune qui participait souvent
à des concours de MVP. Et au lieu de venir à chaque fois sur avec un pitch deck, donc ce qui je vous dis pas de ne pas le faire, hein, mais qui est très bien, il arrivait carrément avec un prototype. Et du coup, le prototype en lui-même, et ben en fait, les gens avaient le prototype en main, et du coup, ça leur permettait, ils avaient une preuve réelle que c'était tout à fait possible. Saint Thomas, on est tous comme Saint Thomas, on croit que ce qu'on voit. Exactement, exactement. Donc, quand vous êtes face à ce genre de problématique, trouver des moyens. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses que l'on peut faire par nous-mêmes. Vous avez les Fab Labs, vous avez l'impression 3D, même si vous n'avez pas forcément des gros moyens. Aujourd'hui, il y a des petites associations qui sont équipées d'imprimantes 3D. Vous faites appel à des petits jeunes qui vont vous faire une modélisation, vous faites un schéma, entourez-vous. Donc ça, c'est vraiment... oui. Je peux me permettre, Manu, ce Oui. que tu as fait aussi sur ton innovation que je trouve très bien et qui peut être une astuce pour les gens, c'est d'aller voir des écoles et de faire travailler les élèves Oui, sur certaines choses. exactement. Exactement. Il y a toujours une petite possibilité de faire avancer quelque chose quelque part. Bien sûr, et en plus, et d'une, vous aidez ces jeunes-là aussi, puisque quelque part vous leur soumettez un problème, mais eux ils cherchent à apprendre, donc ils vont se donner les moyens justement de développer. Donc pour une de mes innovations, il y avait une partie électronique justement où je manquais de temps. Donc je me suis adressé à une école d'informatique et d'électronique, et du coup, ça a été l'un de leurs sujets d'examen. Et du coup, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant, parce que autant moi, ils vont me faire avancer et c'est du temps en moins pour moi à passer, tout comme eux, en fait, c'est un sujet plutôt intéressant parce que leur sujet d'examen peut-être n'aurait pas autant de peps par rapport à ce qu'ils auraient eu à présenter. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le réseautage. Oui. Pour vendre des produits, pour trouver des clients, mais je pense que sur une résolution de problématique, le réseautage, ça marche de la même façon. Faut pas hésiter à en parler autour de soi. J'ai tel problème, j'ai besoin de ça. Est-ce que dans tes connaissances, tu as pas quelqu'un qui peut... voilà, le réseautage est aussi super important. Si vous expliquez votre projet, si les gens voient que vous êtes motivé, que vous avez la niaque, que de toute façon vous lâcherez rien, et si les gens, vous arrivez à leur faire croire à votre projet, il y aura peut-être quelqu'un dans leur réseau, dans le vôtre, que vous connaissez pas, qui est susceptible de vous avoir la solution. Donc il ne faut pas hésiter à en parler, à dire voilà, j'ai tel problème, parce que souvent, quand on a un problème, il y a une part de pudeur, il y a une part de fierté, il y a une part de... Et une part d'ego. D'humain, il y a une part d'ego qui fait que parfois on dit ah ouais, merde, j'ai un problème, je sais pas comment en sortir, mais bon, qu'est-ce que les gens vont penser si j'en parle ? Exactement. Mais en même temps, qu'est-ce que les gens vont penser si j'en parle ? Ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Mais par contre, ils ont peut-être une solution à laquelle vous n'aurez pas pensé, ou que vous connaissez pas parce que vous n'avez pas ce réseau-là, mais que votre ami a. Et parlez-en. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, parlez-en. Ce que les gens pensent, c'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est de solutionner la problématique, justement. Donc vous arrêtez pas sur ce que les gens peuvent penser, arrêtez-vous à j'ai un problème, j'ai besoin de trouver une solution. Exactement. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que lorsque vous avez peur de vous adresser aux autres par peur d'être copié, regardez sur Internet les stats des personnes qui passent à l'action. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que moi, plus d'une fois, on m'a dit « Oh, mais ouais, c'est sympa, mais moi, je peux faire la même chose. » Mais au final, on ne retrouve rien sur le marché. Et c'est là où il y a vraiment beaucoup à faire. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est, voilà, vous avez une idée, matérialisez-la le plus vite possible, sans dépenser en essayant de dépenser le moins possible, mais matérialisez-la. Faites une maquette avec un carton ou peu importe, mais montrez que c'est possible. Et à partir de là, en plus, ça va vous montrer peut-être d'autres problématiques que vous n'auriez pas vues ou que vous n'auriez vu qu'en théorie, que sur le schéma. Alors que là, quand vous l'avez en main, vous pouvez vraiment vous projeter et vous dire, voilà, si ça c'était en place, comment ce serait, comment ça fonctionnerait. Et ensuite, n'ayez pas peur de montrer, alors je dis pas de
d'aller voir vos concurrents et de leur montrer l'idée. Forcément, on a toujours la peur de se faire piquer l'idée, ce qui est normal, le marché est comme ça. Mais d'un autre côté, si vous vous adressez à une sphère un peu plus locale, un peu plus accessible autour de vous, généralement, il y a une certaine bienveillance. Et en plus, les gens, je pense qu'ils vont avoir une certaine reconnaissance à ce qu'on les sollicite. Parce qu'ils vont se dire, punaise, il me fait participer à ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ensuite, donc là, on a dégrossi un peu toute la partie de structuration des idées, toute la partie timing, problématique, et arrive ensuite le questionnement. Le questionnement qui va vraiment recréer malheureusement des nouveaux blocages, parce que l'innovation, elle est bien, mais on sait toujours, on est en train de se dire, ouais, mais tout compte fait, est-ce que ça répond à un problème? Est-ce qu'on va vraiment s'en servir? Ou alors d'un seul coup, vous avez un concurrent qui a sorti la même chose que vous, mais avant vous. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et avec tout l'argent que j'ai dépensé, et j'ai passé 1 an, 2 ans, X années là-dessus, et on m'a copié, et ceci et cela. Donc on arrive à des renouvelles frustrations, blocages, peurs, craintes. Voilà, c'est malheureusement une roue, mais ça fait partie du jeu. Donc moi, je sais que je suis passé par là, avec en passant beaucoup de temps sur certaines innovations, parce que il y avait beaucoup de choses à faire, et de voir qu'au final, bah, peut-être le client final, soit il fait autrement, ou il attend parce qu'il a les moyens d'attendre, chose qui arrive, ou alors, en fait, il fait autrement. Et là, c'est pareil, vous n'êtes pas à l'abri. Donc, c'est là où je vous invite. Donc, toujours, allô Cassandre, j'ai tel problème. Mais après aussi, de dépasser ça et de voir qu'il y a un autre marché pour chaque produit. Chaque produit a son marché. Mais c'est à vous de le trouver. Et je sais de quoi j'en parle, de quoi je parle, parce que j'ai eu ces problématiques-là, d'être vraiment bloqué, d'être dans l'attente justement de vendre et d'aboutir à un produit qui au final répond au marché, mais n'a pas tous les financements. Et surtout avec le contexte actuel, c'est vraiment complexe. Donc forcément, il faut accepter du coup d'attendre, ou accepter de pivoter, ou accepter de démonter en fait votre innovation et d'en utiliser des morceaux. Alors, je vais prendre un exemple que je trouve assez intéressant. C'est James Cameron et Avatar. Oui. Il a eu le script du premier Avatar 10 ans avant de sortir le film. À cette époque-là, il se sentait pas prêt, il n'avait pas les moyens financiers, il n'avait pas tout ce qui lui semblait bon pour créer ce film à ce moment-là. Il ne l'a pas abandonné, et c'est ce qu'il dit souvent, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, ça bloque, vous vous retrouvez dans une forme d'attente. Restez pas dans cette attente. Oui. Mettez-la juste, l'idée, dans une boîte, gardez-la au chaud, et travaillez sur autre chose en attendant. Mais ne restez pas juste dans l'attente. C'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est pas parce que le projet, vous pouvez pas le faire aujourd'hui, que vous pourrez pas le faire demain. Exactement. Donc ça veut pas dire qu'il faut l'abandonner, ça veut juste qu'il faut le laisser sur le côté, comme on dit souvent parfois, faire juste un petit pas de côté pour voir les choses autrement. Donc la laisser sur le côté, travailler sur d'autres choses, et à un moment donné, la situation se débloquera. Et si elle se débloque pas, c'est sur l'autre chose que ça va se débloquer. Sur ce que vous aurez travaillé en attendant que ça va se débloquer. Mais restez pas figé à attendre quelque chose, à attendre que votre client se décide, à attendre à ce que votre innovation soit pour le bon moment, à ce que vous ayez les moyens financiers, à ce que... Non, il faut pas attendre. On le met sur le côté, c'est pas le moment pour l'instant, ça bloque. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le bon timing. Mais on n'attend pas, on reste pas sans rien faire, à tourner en rond, comme je dis souvent, comme un poisson rouge dans son bocal, à essayer de trouver des solutions qui n'en sont peut-être pas. On cherche les solutions, pour l'instant il n'y en a pas, ça bloque, on met sur le côté, on travaille sur autre chose. Et à un moment donné, ce projet-là, s'il est vraiment viable, s'il a vraiment une authenticité et une légitimité dans la vie et dans votre construction, il se remettra en route tout seul. Voilà, c'est de ne pas rester dans l'attente. Exactement.
Et ce qui est important aussi, c'est vraiment comment dire, de faire preuve de résilience. Parce que là, il y a une partie de notre ego, surtout quand on a passé beaucoup de temps et d'énergie sur un projet, on a l'impression d'abandonner. On a l'impression que si justement ce projet-là n'a pas trouvé chaussure à son pied, on a l'impression d'avoir raté. Et là, il y a une part d'ego aussi, et je sais de quoi je parle. Il y a une part d'ego qui intervient, et faites preuve de résilience et d'innovation, justement. Apportez votre innovation dans cette partie-là, parce que forcément, si vous passez vraiment 1 an ou 2 ans sur un gros projet, chose que j'ai déjà fait, euh, quand vous êtes dans un espace vide, il n'y a plus de portance, vous n'êtes plus porté, donc vous ne savez pas ce que ça va devenir. Il faut savoir prendre du recul et pivoter ou changer un petit pas de côté pour voir différemment. Alors, n'hésitez pas, si vous avez la même problématique, de mettre ça en commentaire, ça nous intéresse. On aimerait beaucoup éventuellement en parler ou en reparler dans d'autres vidéos. N'hésitez surtout pas par rapport à tout ce que l'on évoque là en ce moment sur les idées. Comme vous voyez, la partie émotionnelle a une part vraiment très importante, parce que souvent, vous êtes peut-être un petit technicien ou un inventeur, vous avez une idée, tout ça, c'est votre idée. Et beaucoup de personnes vous ont dit « Waouh, c'est génial » et tout ça. Mais comme vous voyez, vous passez aussi par ces petites tortures émotionnelles à vous dire oui mais, 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 oui mais. Et j'en passe. Et donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce tandem que j'ai avec Cassandre et dont je suis très heureux, c'est vraiment de mettre de côté. Je sais que quand moi, ça m'est arrivé, elle m'a dit, écoute, prends du large et ouvre-toi à d'autres idées. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai ouvert une autre boîte de Pandore qui m'apporte autant, qui me permet, en attendant, de générer du cash et de répondre à des petits problèmes et des petites choses que j'arrive à développer facilement. Et de continuer à prendre du plaisir, à faire des choses qui nous plaisent. Exactement, et de continuer à prendre du plaisir. Donc du coup, le projet qui est en stand-by, si c'est un gros projet, comme vous voyez, je peux le mettre en stand-by, mais sereinement, parce que j'ai encore du grain à moudre. Et en plus, ça ne m'empêche pas de faire de la veille permanente sur le projet qui est en attente et de me dire, de faire attention, de trouver le bon moment, le bon axe. Et quand je serai prêt, je serai là. Je serai là. Et puis souvent, ce qui nous met aussi dans le sac, si je puis dire, c'est qu'on a des attentes. Oui. Voilà, on a des attentes par rapport à nos propres besoins. Si je prends ton cas par rapport à cette technologie et ce gros compte, aujourd'hui, sans en dévoiler plus, ta situation personnelle fait que tu es dans une forme d'attente, d'évolution de ce projet. Et c'est là où souvent on se met dans le sac seul, c'est que on est impacté par ce que l'on vit, et ce qui est normal, ce qui est logique, sauf que l'interlocuteur que l'on a en face, il n'est pas là pour porter, pour trouver des solutions à votre propre problématique. Lui, il a les siennes. Donc le fait de se mettre dans une attente par rapport à un besoin personnel, par rapport à une situation personnelle, qu'elle soit affective, professionnelle, financière, familiale ou autre, c'est pas à votre interlocuteur de répondre à ça. Et si vous vous mettez dans l'attente, et c'est ce qu'on fait tous, de se mettre dans l'attente par rapport à sa propre situation, forcément, vous allez être déçu, vous allez trouver le temps long, ça va pas avancer comme vous le voulez, et il y a des choses, surtout avec des grands groupes, c'est souvent des inventions ou des technologies, quand on va taper les grands comptes, qui valent de l'argent, qui impliquent des investissements financiers, des investissements humains, des investissements matériels. Donc c'est pas des décisions qui peuvent se prendre comme quand on va acheter une baguette de pain. Et si vous, personnellement, vous êtes dans une situation délicate qui vous met dans une attente de rapidité, vous allez avoir la frustration, et c'est là où votre esprit va se mettre en auto-blocage et où vous verrez plus les choses de façon juste. C'est-à-dire que vous verrez même plus les petits pas qui sont faits sur le projet
par l'interlocuteur d'en face, parce que vous êtes dans une attente qui est tellement importante pour vous, que le moindre petit pas positif, ben, il ne sera pas suffisant pour vous dire « effectivement, ça avance ». Et c'est là où souvent notre esprit et l'humain se leurrent, c'est parce qu'on fait un amalgame entre ce dont on a besoin personnellement et ce qui se passe réellement dans la vie, dans l'évolution de notre idée, dans l'évolution de notre projet, mais que ce soit professionnel, familial, affectif, ce que vous voulez, c'est souvent ça, quoi. C'est que ce sont nos attentes qui nous mettent à mal. Oui, exactement. Donc, pour revenir là-dessus, justement, c'est au-delà de l'innovation, c'est un travail personnel. En fait, quand on crée une innovation, c'est limite un travail sur soi parce qu'on fait un défi contre soi. Et c'est vrai que aujourd'hui, alors peut-être certains qui regardent la vidéo, ça vous paraît un peu, enfin, peut-être certains ils pensent pas que ce soit mêlé. Moi, je pense que l'émotion est fortement liée à votre innovation parce que c'est quelque chose que vous sortez de votre cerveau, que vous matérialisez, et forcément vous allez y mettre de l'émotion, soit de l'affectif ou pas, mais vous l'avez construit. Il y a une certaine fierté, il y a un ego qui se crée tout autour de cette innovation, et forcément, même si quelqu'un vient la critiquer, attention, attention, je vais couper une tête. Donc c'est humain, hein, ne vous inquiétez pas, on est tous pareils, mais c'est vraiment important de prendre du recul et d'avoir quelqu'un à côté de soi qui va vous aider à prendre ce recul. Ça fait partie de la réussite, je crois, d'une vie telle qu'elle soit. Professionnelle, personnelle, affective, familiale, tout ce qu'on veut. On parle souvent du lâcher prise et il y a plein de gens qui disent « ouais, mais lâche prise, c'est pas très grave. » Ok, ouais, et je fais comment pour lâcher prise? La plupart sont pas capables de vous dire comment on fait pour lâcher prise. Et je crois que moi aujourd'hui, avec le recul, le lâcher prise, c'est pas simplement un mot. Le lâcher prise, c'est d'abord la première chose avec laquelle on réagit en tant qu'humain, c'est notre émotion. C'est la première chose. Ouais. Derrière l'émotion, une fois qu'elle est passée, arrive la raison. Donc là, comme vous voyez, ces blocages ont vraiment, font partie du jeu. Et en listant un peu toutes ces idées-là, comme vous voyez, ça va évoquer l'importance d'un travail sur soi aussi. Donc ça, on ne l'évoque pas assez. L'entrepreneur, déjà, en lui-même, c'est quelqu'un de seul, on sait très bien, parce que forcément, il ne veut pas englober non plus toute sa famille dans ses problèmes, mais c'est compliqué aussi pour son conjoint ou sa conjointe de se projeter dans les problèmes de l'entrepreneur, parce que il ou elle fait autre chose et n'a pas forcément la même vision. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que les personnes proches autour de vous risquent de vous émettre des blocages, des peurs, mais c'est leur peur à eux, c'est leur vision à eux, vous voyez. Et c'est souvent blessant pour nous, innovateurs, créateurs, inventeurs. On attend quelque part une forme de reconnaissance, une forme de « oui, vas-y, fonce », et qu'on n'a pas forcément, et au contraire, même qu'on a d'une autre manière, mais non, tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Tu te rends pas compte, c'est énorme, tu vas jamais y arriver. T'imagines, tu vas jamais y arriver. Et combien ça va te coûter? Tu vas tout perdre, t'imagines, les enjeux financiers et tout ça. Donc ça, c'est très dur à entendre de la part de ses proches. Mais faut l'entendre aussi, faut comprendre leur situation. Je pense qu'être entrepreneur, c'est vraiment une vocation où on a la fibre ou on l'a pas. Et il y a des personnes qui l'ont pas et ça se respecte. Moi, j'ai aucune critique là-dessus, mais forcément, ils comprennent pas le statut, ils comprennent pas la position, ils comprennent pas les questionnements, ils comprennent pas l'impact. C'est ça. La masse de travail. Ouais. Oui. Et puis il y a aussi le fait que eux n'ont pas traversé toute cette phase d'innovation, de création, de vraiment se triturer les méninges. Donc c'est notre façon de faire, tout simplement. C'est notre vision, tout simplement. Oui. Alors donc cette vidéo arrive à sa fin. On vous remercie beaucoup. Alors avant de finir la vidéo, vous allez trouver en lien sous la vidéo
un site qu'on a appelé Le Collectif. Peut-être il changera de nom, sûrement même. Voilà, on est en train vraiment de lancer ça. Alors, des collectifs, il en existe déjà. Nous, notre collectif, il réunit des experts, mais plus orientés sur ces problématiques de blocage d'innovation ou d'entrepreneurs, mais au sens plus profond du terme. On ne parle pas de growth hacking, on ne parle pas de progression marketing. Là, on est là pour accompagner l'entrepreneur. Donc, si vous êtes intéressé, donc, on propose des coachings, moi et Cassandre, justement, pour accompagner les entrepreneurs, aussi bien sur la partie gestion d'idées, innovation, projet, et en corrélation et en accompagnement, enfin en fusion des deux, sous cette partie blocage Humaine. émotionnel. Donc on vous propose des packages justement de coaching. Vous trouverez tous les liens en description, donc sur le lien du collectif. N'hésitez pas à cliquer pour aller voir. Il y a une autre prestation que Cassandre fait individuellement, c'est le copywriting. Elle peut justement vous aider à créer des fiches articles qui vont vendre justement parce que les gens quand ils cherchent à acheter, ils cherchent à acheter aussi une histoire sur un objet et pas que acheter. Donc il y a une partie d'émotion aussi, Oui. d'où le copywriting sur des fiches de vos produits, de vos sites par exemple, des écritures de posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn, et je reviens toujours, j'appuie là-dessus, au-delà du copywriting en lui-même, c'est vraiment de raconter une histoire et de donner une émotion à cette histoire. Donc là, Cassandre est vraiment spécialiste et experte dans ce domaine-là, et je sais de quoi je parle. Donc vous trouverez le lien justement en description. Il y a aussi des petits plugins que nous avons développés. Vous trouverez tout ça justement dans le lien en description. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez, alors pour nous aider, merci de mettre un petit like, de vous abonner. On va essayer de rendre de plus en plus régulier ces vidéos, de poser vos questions par commentaire, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Et pour ça, je vous dis à très bientôt, on vous dit à très bientôt, et merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, à bientôt.